bonsoir, merci de votre fidélité, bienvenue dans votre mag, comme tous les lundis sport à la une. L'AS Douanes, championne en titre du Sénégal en national 1 masculin, sera le représentant de notre pays à la première édition de la Basket Africa League, une compétition gérée par la NBA en association avec la FIBA. Comment les Gablous se préparent pour représenter dignement les couleurs du Sénégal sur cette scène continentale. Nous sommes allés à leur rencontre sur le parquet de Marius Ndiaye, le président de la section basket de l'AS Douanes. Monsieur Dembasek est un de nos invités. Un palmarès qui s'étoffe d'année en année, des joueuses de renom, une organisation qui séduit, un staff d'expérience et compétent. L'ASV de Dakar est le club de basket en vogue dans le paysage du basket sénégalais. Une équipe qui compte bien sûr rester au sommet déjà dans les starting blocks pour ce début de saison. Il a fortement contribué à faire de l'ASV de Dakar une machine à gagner, mais désormais d'autres défis l'attendent, même s'il est loin d'être inconnu au bataillon. Moustapha Gueye, nouveau directeur technique national du basket sénégalais et aussi entraîneur de la sélection nationale féminine, et également sur ce plateau des sujets à débattre avec lui, il n'en manquera pas. Ligue 1, la 9e journée, attention aux poursuivants. Teungueth FC est en train de creuser journée après journée l'écart, 8 points d'avance sur Dakar Sacré-Cœur et l'AS Douanes, 2e et 3e au classement. Deux équipes qui ont concédé le nul ce week-end, alors que les Rufisquois se sont largement imposés à domicile devant Bourg-Petite-Côte, 4-0. Tous les temps forts de cette 9e journée dans ce mag. Les buzz du web, le stade Lat Dior fait peau neuve à la veille de la rencontre internationale du mois de mars. Le tunnel menant au vestiaire pour commencer passe en mode automatique et on parlera également de ce coup de tonnerre intervenu dans le monde du judo avec la première défaite depuis 10 ans de Teddy Riner. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Cher Tigane, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir à nos invités et bonsoir aux téléspectateurs. Moustapha Demba, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Bonsoir mon Fatou, bonsoir cher Tigane et bonsoir aux téléspectateurs de TFM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons largement l'occasion, vous l'aurez compris, de parler de basket ce soir. Mais on va faire aussi le point pour démarrer sur la Ligue 1 avec cher Tigane, la 7e victoire de rang pour le Teungueth FC. Voilà, une victoire qui relègue à 8 points ses poursuivants direct dans son dauphin Dakar Sacré-Cœur. Le spectacle était au rendez-vous au stade Galandou Diouf avec 4 buts inscrits par les Rufisquois devant Bourg-Petite-Côte. Compte rendu signé Mamadou Ndiaye. Teungueth FC a réalisé une véritable démonstration de force à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. Les hommes de Youssouf Dabo ont étrié Bourg-Petite-Côte 4-0. Teungueth FC est vaincu depuis le début de la saison avec 7 victoires, 2 matchs nuls, 16 buts marqués et 3 buts encaissés en 9 journées de championnat. Bouli Junior Sambou, Mamadou Sek et l'infatigable Bouba Sall et Djibril Silla ont été les buteurs du jour. Le club rufisquois s'installe ainsi confortablement à la tête du classement avec 23 points. Il prend en même temps une nette avance sur ses poursuivants immédiats et notamment sur son dauphin Dakar Sacré-Cœur qui pointe désormais à 8 longueurs. Voilà, bel exploit également de l'US Gorée qui a battu ce week-end l'AS Pikine. Score final 2-0, une 3e victoire consécutive qui permet aux insulaires de s'éloigner de la zone de relégation. Le résumé de la rencontre avec Mamadou Ndiaye et des images de Amadouba. Une 3e victoire consécutive et pas devant n'importe quel adversaire, l'AS Pikine. Les insulaires se sont imposés devant l'AS Pikine sous le score de 2-0. Babacar Ndiaye et Badara Sow sont les artisans de cette belle victoire. Les hommes de Sidar Sarr s'éloignent de la zone de relégation qu'ils occupent depuis le début de la saison et relancent complètement leur saison. L'équipe de Sidar Sarr occupe désormais la 10e place du classement.
On enchaîne avec les temps forts de cette 9e journée où 9 buts ont été marqués. Le chiffre est plutôt à la baisse. Dakar Sacré-Cœur et l'AS Douane contraints au nul par Nyari Tali et Niambour. Le Giraffe s'impose devant Diambar à Fodéouad de Sali 1-0. Génération Foot obtient le nul devant le Stade de Mbour 1 partout. Le round-up de cette 9e journée avec Cher Sadibou Diarra. Teungueth FC, Giraffe et US Gorée, les grands gagnants de la 9e journée de Ligue 1. Leader invaincu, TFC continue de démontrer sa suprématie en ce début de saison. L'équipe de la ville de Rufisque a enregistré sa 7e victoire en atomisant Mbour Petite Côte, 4-0. Un succès pour creuser un écart de 8 points avec son dauphin Dakar Sacré-Cœur, tenu en échec par Nyari Tali. Un match nul blanc, le même résultat qui sanctionne la rencontre AS Douane. Diambour. L'ASC Giraffe, sur une bonne série de matchs sans défaite, est allé battre Diambar de Sali 1-0 pour se hisser au pied du podium. L'équipe de la Médina profite aussi de la déconvenue de l'AS Pikine face à l'ancienne lanterne rouge, l'US Gorée. Une victoire 2-0 des Goréens qui remonte à la 10e place du classement. Le Casasport de son côté enchaîne les nuls. Le 3e d'affilée, c'est à domicile face au Seneps Excellence, dernier au classement. Les Stades de Mbour et Génération Foot, qui partagent le même parcours depuis le début de la saison, se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Au total, 4 nuls et 3 victoires ont été enregistrés lors de la 9e journée, avec seulement 9 buts inscrits, soit 1 but par match, un faible ratio. Pour fermer ce chapitre sur la 9e journée de Ligue 1, les résultats, cher Tidiane. Donc c'est une belle victoire du Giraffe devant Diambar à Sali 1-0. TFC qui pulvérise Mbour Petite Côte 4-0. Dakar Sacré-Cœur NGB match nul 0 but partout. Gorée AS Pikine victoire des Insulaires 2-0. Génération Foot qui obtient le point du nul à Mbour face au Stade de Mbour. Et puis AS Douane qui fait match nul 0 but partout. Au classement, ce qui donne Teungueth FC leader avec 23 points plus 13. Deuxième Dakar Sacré-Cœur 15 points plus 5. Troisième l'AS Douane 15 points plus 3. Et puis en bas de tableau, 13e Stade de Mbour 9 points moins 5. 14e Seneps 8 points moins 3. Augustin Senghor réagit sur la périodicité de la CAN, peut-être tous les 4 ans, comme suggéré par Gianni Infantino. Le président de la Fédération sénégalaise de football n'est ni pour ni contre, mais refuse le dictat des autres instances internationales, en l'occurrence la FIFA et l'UEFA, qui, parce qu'ils ont un trop-plein de compétitions, doivent imposer leur calendrier aux Africains. Tout changement sur la périodicité de la CAN doit être sous-tendu par une réflexion. Nous écoutons Augustin Senghor. Je pense vous répondre de manière satisfaisante. Je dis ni pour ni contre. Mais ce que je dis simplement, il ne faut pas avoir peur de réfléchir sur le format de nos compétitions, voir comment les améliorer. Mais ce qu'il faut refuser, et là moi je suis membre du comité exécutif de la CAF, mais je suis aussi président de fédération. Ce qu'il faut refuser, c'est qu'on arrive à un moment où, parce qu'il y a un trop plein de compétitions, non pas parce que l'Afrique a créé des compétitions en plus, mais parce que c'est d'autres confédérations ou la FIFA qui ont créé des nouvelles compétitions, qu'on nous dise qu'il faut réduire vos compétitions ou changer leur fréquence pour pouvoir adapter nos joueurs professionnels. Le football africain et la confédération africaine, je pense, peut avoir voix au chapitre comme tout le monde. Il faut qu'on réfléchisse. Ce que j'ai dit aussi d'important aujourd'hui, c'est que si on décide de supprimer la CAN tous les 2 ans, il faut qu'on mette quelque chose à la place. Et je pense que le président Infantino a lancé une réflexion, il a fait une proposition, ça ne peut être qu'une proposition, donc c'est à nous de réfléchir. On enchaîne même avec le football européen, marqué par la prise de pouvoir de l'Inter de Milan après le derby milanais, suite à la défaite de la Juventus de Turin. En Espagne, le Real Madrid maintient sa place de leader. Cher Sadibou Diarra. Une pierre deux coups, l'Inter de Milan a vécu un week-end de rêve. Mené par un surprenant Milan AC en première mi-temps du derby de la Madonnina, 2-0, les Interistes s'imposent finalement 4-2. Une renversante victoire qui propulse les Noirs et Bleus à la tête du classement à l'issue de la 23e journée de Serie A. En effet, le leader avant ce week-end, la Juventus de Turin, s'est inclinée à Vérone 2-1. La Lazio complète le podium à 1 point des 2 premiers en s'imposant à Parme 1-0. À Naples, le retour de Kalidou Koulibaly n'a pas empêché un revers à la maison devant Lecce 3-2. Il n'y a pas de changement sur le podium de la Bundesliga après la 21e journée. Le leader Bayern Munich a concédé un nul blanc face à Leipzig, le dauphin. Borussia Dortmund
et Haaland muet ont connu un coup d'arrêt, une défaite 4-3 à Leverkusen. En Espagne, les 3 premiers ont tous gagné lors de la 23e journée de la Liga. Le Real Madrid renversant face à Osasuna 4-1, tout comme le FC Barcelone à Séville devant Betis 3-2. Pendant que Getafe a reçu et trié Valence 3-0. Au pied du podium, l'Atlético Madrid a aussi battu Grenade 1-0 pour ne pas se laisser distancer. C'est le statu quo également en haut du classement de la Ligue 1 en France à l'issue de la 24e journée. Le Paris Saint-Germain a remporté le choc face à Lyon 4-2. L'Olympique de Marseille a assuré l'essentiel en venant à bout de Toulouse 1-0. Rennes s'est contenté du partage des points avec Brest. Avec des fortunes diverses, Moussa Koné et Ibrahima Niane ont chacun marqué un but. Le premier a participé à la large victoire de Nîmes à Nice, alors que l'ouverture du score de Niane n'a pas suffi à Metz, battu par Bordeaux. Une large place consacrée ce soir au basket, vous l'aurez compris, avec 2 invités, le directeur technique national et le président de la section basket de l'AS Douanes, mais aussi membre de la Fédération sénégalaise de basketball. On va parler tout de suite des chantiers qui attendent Moustapha Gueye, la reconquête du titre africain, certainement le grand défi du directeur technique national et également sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Le directeur technique national aura également la lourde tâche de mettre des sélections compétitives chez les U16 et les U18 inexistantes depuis l'histoire de la fraude sur l'âge. Ibrahim Akan nous fait le point. Moustapha Gueye s'offre un comeback inattendu à la tête de l'équipe nationale féminine. Un poste qu'il cumule avec la direction technique nationale qu'il dirige depuis le départ de Maguette Diop. Le moins que l'on puisse dire est que les défis sont immenses pour l'ancien coach de l'AS Ville de Dakar. Le principal sans doute pour l'équipe féminine sera la reconquête du titre de champion d'Afrique face à l'hégémonie nigériane. Un chantier qui passe par le renouvellement de l'effectif composé en grande partie de joueuses proches de la fin de cycle en sélection. Une tâche qui ne sera pas du tout aisée du fait de l'absence de sélection jeune compétitive chez les filles. Une défaillance qu'il devra réparer en tant que directeur technique national. Le Sénégal, après l'épisode malheureux de la fraude sur l'âge, devra mettre en place une sélection U16 et U18, même s'il faut admettre que le travail a déjà commencé chez les garçons, vice-champions d'Afrique U18. Une chose est certaine, tous les observateurs de la balle orange s'accordent sur le fait que le Sénégal devra énormément travailler à la base pour perpétuer cette tradition de pays de basket qu'il est. Voilà, Moustapha, nous avons défini plus ou moins quelques lignes. Est-ce que vous partagez un peu voilà, le contenu des chantiers qu'on vous attribue? Oui, je suis parfaitement d'accord, c'est des gros chantiers, notamment la remise en compétition de nos sélections de jeunes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur la fédération. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons vraiment nous avons senti la nécessité de le faire. Maintenant, le problème des sélections nationales, c'est assez complexe parce que quand on va en compétition internationale au niveau du Sénégal, c'est pour avoir de bons résultats. C'est pas pour mais le Nigeria que j'ai vu chatouiller et malmener l'équipe des États-Unis, c'est une très très grosse équipe. Ouais, c'est une grosse équipe. La compétition, c'est la compétition. Et nous devons nous donner les moyens d'aller défendre les champs du Sénégal. Et je pense que quand même, vous avez 2 casquettes, ce qui nous rend quand même la tâche un peu difficile. On va d'abord parler de l'équipe nationale du Sénégal, vous venez de le dire, le Nigeria quand même. Le cumul de postes, peut-être déjà. Pourquoi ce choix? Est-ce que voilà, vous vous sentez les épaules assez fortes pour faire le travail à la fois de DTN et de sélectionneur de l'équipe nationale féminine? On demandera aussi à Demba pourquoi ce choix. Ce n'est pas que moi je me sens fort pour prendre la chemise et la veste. Parce que c'est pas parce que c'est une chemise. Vous pouvez le supporter. Mais je ne me serai jamais autonomé entraîneur national et directeur national. C'est qu'on m'a demandé de le faire et j'ai pensé que je peux aider à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai accepté. Mais seul, je n'aurais jamais pris la décision de m'autonomer entre de Lyon en tant que directeur national. Mais j'ai pensé, comme tout le monde, que encore entraîneur, encore sur le terrain depuis il y a 3 mois, je n'ai pas encore rendu service. C'est pour ça que j'ai accepté. Tout en me donnant les moyens maintenant dans mon staff de nommer un manager. C'est pour ça que j'ai choisi Astou Ndiaye pour l'épauler un peu dans mes tâches d'encadrement de l'équipe féminine, en plus de mon staff.
Très bien. Ndiaye, l'ancienne de la WNBA. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, Demba, justement, sur ce choix, pourquoi alourdir une charge déjà assez conséquente pour un DTN? Vous n'aviez pas d'autres options? Il n'y avait pas d'autres techniciens, des profils disponibles pour gérer cette équipe nationale féminine et laisser Moustapha se concentrer sur la direction technique? Non, il faut dire qu'au Sénégal, on a beaucoup de techniciens. Mais aujourd'hui, nous avons estimé que Tafa ferait le choix, ferait le bon choix et la bonne décision. Nous incombe de pouvoir prendre quelqu'un comme Tafa Gueye pour pouvoir reconquérir le titre continental. Parce qu'il est important aujourd'hui, vu ce que nous avons, vu la constance de l'équipe nigériane, vu le Mozambique, vu le Mali qui arrive, et plus les équipes maghrébines qui sont là, il faut tout simplement quelqu'un qui a l'expérience et il saura quand même manager, parce que c'est un grand technicien, et il saura manager, faire de la place aux autres pour pouvoir aller... Mais à vous entendre, c'est comme si Moustapha tenait le secret. Est-ce que c'est un miracle de gagner cet Afrobasket ou c'est un travail, puisque les autres équipes aussi ne vont pas se laisser faire, hein, que ce soit le Mozambique, le Nigeria, vous l'avez remarqué, est sur une excellente dynamique. Est-ce que ce n'est pas un travail de longue haleine tout simplement à faire, que ce soit avec Moustapha ou quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait, mais quand même aujourd'hui c'est le choix de Moustapha qui s'imposait et nous l'avons fait et vous savez aujourd'hui il est entouré de coachs qui sont autour de lui avec un staff au niveau de la DTN, étoffé avec un manager qui est Assou Ndiaye, quand même qui a une expérience au niveau international, qui pourrait l'aider dans cette tâche pour pouvoir reconquérir le titre. Parce que ça, c'est un objectif. Le Nigeria est là depuis combien d'années? Donc peut-être qu'elles seront en fin de cycle après les Jeux Olympiques. On ne sait jamais. Au plus fort aussi, c'est possible. Oui, c'est possible. Allez-y, Ciao, mais j'ai envie quand même de rebondir encore sur cette question parce que il y a des choses... Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Ouais. Moi j'ai gagné c'est vrai, les titres africains, mais j'en ai perdu. Donc Moustapha n'est pas une garantie pour avoir des résultats. Mais les gens ont pensé qu'il était important, que je pouvais faire l'affaire, et j'ai accepté. Mais d'autres personnes pouvaient le faire. C'est vraiment, ça je tenais à le dire. Je ne suis pas le seul, heureusement d'ailleurs. Mais un choix, c'est un choix. Très bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas un débat sur la personne, mais il y a eu des échecs. Sur les 2 dernières éditions. Est-ce qu'on a évalué le pourquoi? Parce que comme je le dis, peut-être, d'ailleurs à l'époque, à l'occasion de la finale, Gorgui Sy Dieng disait tout simplement, en ce moment, la meilleure équipe africaine, c'est le Nigeria. Est-ce qu'on a fait une évaluation pour savoir pourquoi on a perdu? Et qu'est-ce qu'il faut pour aller gagner? Parce qu'il y a un problème de relève générationnelle dont on a beaucoup parlé. Il y a un travail qui a été fait, qui a été amorcé notamment par Chersar en intégrant de nouvelles jeunes filles. Est-ce que ce n'est pas sur ce travail-là qu'il faut continuer? Et encore, est-ce qu'on a tiré le bilan de ces échecs? Demba. Vous savez, après chaque édition, il y a un rapport technique qui est fait par le coach et transmis au directeur technique national. Et en fonction de cela, nous avons procédé à une évaluation, d'où ce changement que vous avez noté. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Et moi, je ne suis pas d'accord quand on parle d'âge. Parce que si nous prenons les équipes qui ont compéti lors du Tekio, en Serbie. Donc vous avez vu quand même des joueuses qui ont eu quand même 38 ans, 39 ans dans l'équipe espagnole et qui tenaient bon et qui dirigeaient quand même Palau et les Kiergaï, autres qui étaient là. Donc ou bien si nous prenons même la France également avec les anciennes qui ont pu quand même tenir pour pouvoir qualifier la France au JO. Donc c'est important aujourd'hui que nous puissions certes nous baser sur l'évaluation qui a été faite par l'ex-coach, le coach Chersar que nous remercions, et l'ex-DTN également que nous remercions, qui a abouti à un travail. Et aujourd'hui, nous avons le DTN qui est là, Tafa Gueye, pour pouvoir continuer quand même, essayer de voir ce qu'il y a de mieux et ce que nous avons sur la palette pour pouvoir mettre en place une équipe conquérante, pour pouvoir nous préparer pour 2021 et également pour les JO de 2024 également, qui se profilent à l'horizon. Il est important également de noter cela, parce que nous serons out pour les JO, malheureusement, de 2020. Tout à fait. Alors bon, ma question, c'est plutôt personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? Parce qu'après l'Afrobasket au Mali, vous vous sentiez en fin de cycle avec cette équipe nationale et vous avez annoncé votre démission alors qu'il y avait une Coupe du Monde à aller jouer. Et pourquoi, après une année ou 2 années sabbatiques, vous décidez de revenir en équipe nationale? C'est pas assez long, 2 années.
moi, je trouve que deux années de repos, c'était pas mal, d'autant plus que les raisons qu'on avait avancées en son temps, ce n'était pas des raisons conflictuelles ou de lassitude, ce n'était pas un problème générationnel, non. C'était plus familial qu'autre chose. Et 2 ans, je pense que les idées sont remises en place. Et c'est pas mal de Peut-être c'est une question aussi d'adrénaline, tout simplement. Le basket, vous manquez. Un peu, Oui. ça c'est vrai. Mais Moustapha, désolé de vraiment réinsister sur la question, mais en reprenant cette équipe nationale, est-ce que vous ne vous mettez pas dans un certain piège? Parce que vous aviez décidé finalement de prendre du recul, parce qu'au bout de ce titre de 2015, il y a eu beaucoup de critiques également par rapport aux joueuses que vous aviez dans votre groupe. On parlait justement de cette transition générationnelle. Aujourd'hui, vous reprenez un défi avec 2 échecs consécutifs. Est-ce que réellement vous pensez que c'est le bon challenge pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas enfermé dans un piège? C'est difficile de savoir maintenant là où on est, si c'est la bonne décision ou pas. On le saura après les Jeux africaines, mais je pense que pour greffer de la jeunesse dans l'équipe, on l'a commencé bien avant. Parce que Moussa Touré, coach Moussa Touré, à qui je dis bonjour, a amené Oumou Khairi Thiam, a amené Maïmouna Diarra. Et par la suite, Cheikh Sarr a amené d'autres. Moi, j'en ai amené. Donc, ça se fait à petite dose. Je pense que le plus important, c'est d'avoir nos meilleures joueuses sénégalaises. Et les anciennes, comme elles sont, elles commencent à diminuer en nombre. Et ça, c'est important. Donc, je ne me pose pas de questions, je ne m'inquiète pas. Okay. Donc, quand je vais dans une compétition, je suis positive et je n'envisage même pas l'échec. Maintenant, si elle arrive, on va évaluer et puis prendre les bonnes décisions. Tout à fait. L'état du basket sénégalais, d'abord, vous l'avez dit, pas de Tekio pour les filles, pas de trophée lors du dernier Afro-Basket. Et certainement, bon, les garçons, je pense, ont une compétition pour le... Voilà, exactement. Mais bon, on n'y va pas forcément en favori, en tout cas, pas en défaitiste. Mais voilà, aujourd'hui, on ne va pas porter les habits d'une équipe qui va se qualifier. Donc aujourd'hui, quand même, sur le plan résultat, on reste vraiment sur notre fin, sur les dernières années. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Par rapport au TKO concernant les garçons, il faut prier pour que nos joueurs soient là, déjà, c'est ça. Il faut qu'on puisse travailler pour avoir les meilleurs en ce moment. C'est sûr que nous allons quand même avoir des joueurs qui seront en fin de saison, parce que la NBA se termine au mois d'avril, fin d'avril généralement. Il y a aussi le championnat européen qui tire à sa fin, le championnat dans les pays arabes également, il y a certains pays, ils ont déjà terminé. Donc là, il faut que nous puissions avoir nos joueurs et également nous, en tant qu'administratifs également, que nous puissions accompagner la direction technique nationale, que nous puissions planifier, essayer de voir, accompagner le coach, le DT qui est là, qui œuvre pour qu'on puisse rebondir et qu'on puisse nous revoir sur la scène continentale et internationale. Ça, c'est important et nous en sommes conscients. Là, nous sommes tout à fait en phase avec le DT qui a du pain sur la planche et c'est pertinemment que ça ne sera pas facile parce que nous sommes attendus partout, même si on n'a pas de résultats, de bons résultats. Nous sommes attendus partout, un peu partout aujourd'hui. C'est ça la réalité, aussi bien au niveau des clubs, nous aurons l'occasion d'en reparler, qu'au niveau des équipes nationales. Donc ça, c'est le Sénégal. Peut-être ce sont les résultats que nous avons pu quand même avoir dans les années passées. Donc c'est important que nous puissions le savoir. De toute façon, ce qu'il faut dire, que la fédération est consciente de cela et nous sommes prêts à accompagner les techniques. Si et également l'appui des autorités et du ministre des Sports qui est quand même à l'écoute de la Fédération sénégalaise de basketball. Nous prêchons pour notre propre chapelle qui est à l'écoute du basketball et qui va nous accompagner à coup sûr pour qu'on puisse se qualifier pour le TKO concernant les garçons et accompagner le Nigeria. Voilà, pour empiéter sur l'autre fonction, je pense que même il y a une relation de cause à effet. Parce qu'on parle de renouvellement générationnel dans cette sélection, peut-être le fait que depuis quelques années, on n'a pas eu de sélection U16, U18 chez les filles, quand même, que cela a quand même compliqué un peu les choses. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui peut vous sauver, ou bien vous êtes obligé d'aller faire du scouting pour vraiment trouver, je sais pas, de la bonne graine pour renforcer cette équipe nationale? Les deux. Vraiment, cher Didier, il faut qu'on comprenne que c'est un impératif de ramener nos jeunes, sélections jeunes dans les commissions africaines. Le haut niveau, ça s'apprend. Et comme je l'ai dit, il faut revenir tout de suite. Et ensuite, il faut continuer
à prospecter, à regarder à l'extérieur ce que nous avons, des produits, les meilleurs produits que nous avons. Moi, ce qui me rassure un peu, c'est que tout le monde est inquiet des résultats de nos équipes nationales et nous sommes finalistes chez les dames. Et nous sommes sur le podium chez les hommes. Donc il nous faut juste faire un petit effort. Donc malgré toutes les critiques, je pense qu'on n'est pas si mauvais que ça. On est quand même finaliste chez les dames et on est sur le podium chez les hommes. Et ça, c'est pas mal. Mais le travail de base, parce que c'est là où peut-être le bas blesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs. Nous avons eu à recevoir des anciens qui sont ici, qui regrettent que justement la formation à la base ne soit plus de bonne qualité. Et ça, c'est clairement un des défis que vous devez relever. Comment faire pour que le basket soit éparpillé un peu et que les gens qui forment les jeunes basketteurs soient aussi bons que dans le temps? Et il n'y a pas de baguette magique. Et ça, je pense que je l'ai dit dans les sessions de formation. Il faut sensibiliser et conscientiser les gens sur la nécessité de revenir sur le terrain. Je l'ai dit en conférence de presse. Le plus important pour moi, c'est l'entraîneur, les joueurs, le ballon, les terrains. Au Sénégal, tout a été dit. On a tout dit, tout. Mais là, il faut, je pense, revenir sur le plus important, c'est travailler continuellement. C'est en ce sens que j'ai établi un programme de perfectionnement de notre élite jeune. Et samedi, j'ai été en conclave avec les directeurs techniques régionaux en vidéoconférence parce que les déplacements sont trop longs. Okay. Mais on a parlé pour les sensibiliser sur la nécessité de mettre rapidement, ils ont un délai de 15 jours, pour faire parvenir une trentaine de jeunes régionales. Et on va mettre chaque samedi, chaque week-end, au moins une séance de perfectionnement. Et si on a fait maintenant dans la durée à Thiès, à Dakar, à Kaolack, à Diourbel, à Tamba, partout dans toutes les régions, dans leur thème, on aura un meilleur produit. Eux, ils seront vos points focaux parce que c'est ça aussi. Alors moi, je voudrais attirer l'attention de nos autorités, l'État du Sénégal, la Fédération, que les directeurs régionaux sont un maillon extrêmement important de notre sport national. Il faut qu'on les motive davantage parce que c'est eux qui font le travail à la base, qui vont remonter au niveau national. Mais ne vous inquiétez pas, moi je ne m'inquiète pas trop parce que nous avons déjà commencé à mettre en place les sélections régionales. Ça va être difficile, mais le travail sur le terrain, il faut qu'il commence très tôt pour que dans 1 an, dans 2 ans, qu'on ait un meilleur produit. Mais vraiment, vous avez évoqué les distances longues, mais j'imagine qu'un plan programme, ça nécessite aussi des moyens. Je pense, dans le basket, les moyens font défaut par rapport, par exemple, au football, où il y a une forme d'émulation avec une participation à une Coupe du Monde, il y a des rentrées de fonds. Aujourd'hui, pour le basket, comment mobiliser des moyens? Voilà un peu un autre problème qui est important à mon avis. Très important, mais il faut que l'approche soit la bonne. Moi, j'ai dit aux entraîneurs des régions et des équipes nationales qu'on ne peut pas avoir les mêmes conditions que les pays qui sont mieux nantis que nous. Il faut qu'on fasse les efforts de travail avec ce que nous avons. Les infrastructures ne sont pas comme les États-Unis, mais nous avons quand même de bons terrains. J'ose le dire parce que nos devanciers ont eu de meilleurs résultats que nous. Et ils travaillent dans des situations précaires. Et quand même, ils ont eu de bons résultats. Donc nous, on a des meilleures infrastructures. Et donc je pense qu'on ne doit pas se plaindre. On doit apprendre à travailler avec ce que nous avons et arrêter de toujours revenir sur chercher ce qu'on n'a pas. Mais il faut faire le meilleur résultat avec ce que nous avons. Pour moi, c'est fondamental. Parce que je me rappelle, il y a de cela 1 an, on avait fait une émission à Kaolack et on avait travaillé sur le basket, mais sur place, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Pas d'accompagnement, pas assez de ballons, le terrain... ça, c'est le travail, c'est là où on va interpeller le basket. Ça fait c'est un éternel recommencement, mais voilà, le problème, il est insoluble pour le moment. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur les moyens d'action que nous avons, c'est-à-dire les ligues, les districts. Donc ça, ce sont les moyens d'action pour le basketball à la base. Ce qui est important aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de basket, par le biais d'un programme mis en place par FIBA, donc nous avons doté de ballons que nous avions mis à la disposition des ligues et des clubs également, pour qu'au moins les enfants puissent avoir le ballon et puissent aller au terrain. Et là, nous lançons un appel également aux autorités locales
pour pouvoir, parce que la fédération ne revient pas aux fédérations de construire des stades pour le basketball, pour le moment. Donc, voilà. Donc, nous n'avons pas assez de moyens. Donc, ce qui est important, que les collectivités locales accompagnent les structures qui sont dans les régions de l'intérieur du pays pour pouvoir avoir des terrains pour qu'on puisse jouer au moins au basket. Et également, travailler avec beaucoup sur le basketball scolaire peut-être. Ouais. C'est important. Parce que les champions que nous avions, comme le DT qui est là, donc c'est le sport universitaire, sport scolaire, donc qui a pu quand même sortir de grands joueurs. Et ça aussi, il faut qu'on puisse revenir sur cela et avoir de grands joueurs. Moi, ce qui me désole un peu, c'est un peu l'état des terrains de sport dans les établissements scolaires. Je pense que l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts pour les équipes nationales en général dans le sport de haut niveau. Mais je pense qu'au niveau du sport scolaire, il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Dans les grands bayous à Dakar, au lycée Lamine, à Delafosse, à Béziaï, Kérédi, aucun, sauf Kérédi, les grands bayous n'ont pas de bon terrain, que ce soit en foot, en basket. Donc je pense que c'est un peu ça qu'on doit améliorer, mais je pense que... Oui, parce que je me rappelle, lors de l'Afrobasket 2013 à Abidjan, l'équipe nationale s'entraînait à l'université et c'était une salle quand même vraiment qui, je sais pas, qui tient la route, quoi. Parce que je me dis que si on a ce genre de salle dans nos universités, dans les lycées, quand même cela peut aider beaucoup de jeunes à s'imprégner et à pratiquer vraiment ce sport comme ils le veulent. Alors Moustapha, vous n'hésiterez pas à donner des inputs par rapport à votre programme, mais il y a quand même une question qui me vient à l'esprit, parce que détecter les jeunes talents, cela veut dire être aussi sur le terrain. Comment vous allez allier le fait d'entraîner une équipe avec tout ce que ça implique comme stage, déplacement et le travail sur le terrain? Parce que bon, même s'il y a des représentants, il faudra peut-être de temps en temps que vous puissiez aller sur place, voir les joueurs, voilà, détecter la bonne graine, comme on dirait, comme ouais, disait le cher. Merci. Je pense que le travail sur le terrain, j'ai des relais. C'est vrai que de temps en temps, il faut qu'on se dépasse pour aller... vérifier, pour aller un peu impulser. En ce sens-là, je pense que j'ai déjà dit à la fédération, au président, qu'il y aura un déplacement enfin, dans le sud, où je dois rencontrer tous les entraîneurs du sud qui seront à... j'oublie un peu, le week-end du 6, 7, 8 mars, oui, on doit se rencontrer quelque part pour échanger sur le programme. Et on essaie de le faire autant que possible dans des réunions de zone ou bien sectorielles. Mais ça ne va pas beaucoup gêner parce que les relais sont là et la machine, dès qu'elle est lancée, elle va se poursuivre. Au niveau des équipes nationales, ce n'est pas tout le temps qu'on travaille. C'est juste des périodes de 2 mois, 45 jours, et après on se remet au travail. Et puis, quel genre de relation vous allez avoir avec des académies comme SID? Est-ce que vous allez vous intéresser à ce qu'ils font comme programme dans leur formation ou bien? Des relations civilisées, parce que je pense que ce sont des Sénégalais qui sont au Sénégal. Je l'ai dit à la conférence, comme Génération Foot fait le football, comme Djambar, c'est des académies qui sont implantées dans le territoire national, qui sont gérées par des nationaux. Donc les produits de ces académies sont des produits sénégalais. Donc je pense que nous avons tous intérêt à travailler en bonne intelligence pour que tout le monde tire le maximum de profit de cette... Parce qu'en tant que technicien, en tant que directeur technique, normalement, sur le plan sportif, quand on regarde le basket sénégalais, des fois on décèle des problèmes. Fatou, je me rappelle, lorsqu'on suivait l'Afrobasket, il disait que nos joueurs ne sont pas adroits à 3 points. Et ça se travaille, c'est des choses qui se travaillent à la base. Les lancers francs également, on est trop défaillant. Quel est vraiment le problème? Est-ce que c'est un problème technique? Nos entraîneurs ne travaillent pas là-dessus ou bien? Non, je pense que les entraîneurs travaillent au quotidien. Il faut vérifier les statistiques. Je pense que les Nigérians ne sont pas plus adroits que nous. Ils sont champions, mais ils ne sont pas plus adroits que nous. Moi, j'aimerais bien qu'on vérifie pour les statistiques. C'est vrai que nos jeunes sont peut-être plus physiques maintenant, moins techniques, mais je pense que les entraîneurs travaillent beaucoup. Chaque année, ça revient à la formation peut-être, non? Oui, c'est pas lié. Mais c'est lié à l'évolution du sport. Les terrains sont plus grands, les méthodes de préparation sont plus modernes, les salles sont plus... en vogue. Et c'est que vous dites que les joueurs sont devenus plus physiques et moins techniques parce que... c'est partout dans le monde. Oui, mais c'est partout dans le monde, mais on se rend compte que dans le basket africain ou bien sénégalais,
le secteur arrière est le secteur le moins fourni le plus souvent. On a plus de pivots, de joueurs dominants. Et est-ce que ça aussi, c'est pas... C'est une réalité, c'est une réalité. Je pense qu'il faut... J'en ai parlé à Ousmane Pouye-Faye dans une rencontre qu'on a eu il y a 2 semaines. Coach Ousmane Pouye-Faye et Serine Der. On a mis le doigt sur ça parce qu'il faut qu'ils viennent nous aider dans le perfectionnement, dans la détection des joueurs arrière. On n'a pas attendu, on a commencé à mettre des jalons qui vont peut-être nous... Parce que nous avons des anciens ici qui peuvent beaucoup nous aider dans les conseils, dans l'orientation, monsieur comme Ousmane Pouye-Faye, comme Serine Der, comme Joseph Lopé-Toto, qui sont mes conseillers, avec qui je parle beaucoup. Je pense que ça l'implication des anciens. Oui, c'est un credo dans lequel vous allez vous investir. C'est fondamental. Très bien. Alors, Moustapha, on va évacuer peut-être les questions autour des sélections nationales. Et il y a une question qui est venue de la part des internautes qui disent pourquoi vous avez choisi un Espagnol au détriment de coachs nationaux comme Raoul Toupane, Souleymane Camara, qui ont fait leurs preuves. Le DTN a son mot à dire sur le choix des coachs, mais comment se fait-il qu'il soit à la fois jugé parti aussi pour sa nomination? Bon, ça, cette partie, on l'a déjà évacuée. Mais sur le choix de l'Espagnol, par rapport à la préférence nationale, entre guillemets. Bon, c'est juste un choix qui a été fait pour un peu... un petit moment, le temps d'une campagne jusqu'en 2021. Parce que moi, j'ai pensé que nous avons des talents réels dans nos staffs des équipes nationales. Je pense citer coach Pabi, le coach de la douane, qui pendant 5 ans fait d'excellents résultats. On a Boniface Ndong, qui a coaché à Malaga et qui est en NBA maintenant, de Sagana, de Sagana Diop, qui est assistant coach à Utah, je pense. On a Mamadou Ndiaye qui est dans les universités, on a d'autres en France. On en a ici au Sénégal, Raoul Toupane et les autres. Mais par rapport à l'enjeu immédiat, moi j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait quelqu'un de plus expérimenté. Et comme Porfirio qui est passé récemment, c'est vrai, il n'avait pas gagné, mais on avait apprécié son travail, son management, son implication. Et il avait, à mon avis, une mentalité de manager africain, parce qu'il était très impliqué dans ce que nous faisions. Et on a apprécié, on a pensé, avec son expérience, qu'il pouvait revenir nous donner un coup de main et protéger un peu notre relève. Mais je vous assure, si demain... Ne pas les exposer tout de suite. Voilà, tout de suite. Mais si demain Porfirio ne venait pas, je pense que Boniface Ndong a le bagage qu'il faut pour manager cette équipe. Il est coach adjoint d'ailleurs dans le staff. Oui. Mais n'oublions pas qu'avant d'aller aux États-Unis, il a été à Malaga, il a été très apprécié. Donc moi, je ne m'inquiète pas, c'était juste pour protéger nos entraîneurs, mais ce serait une possibilité de les mettre tout de suite au devant de la scène. C'est une possibilité parce que si quelqu'un doit aller dans une compétition, si quelqu'un doit briller, c'est parce qu'on lui a donné l'opportunité. Donc tout ça, j'ai mis sur la balance et c'était une possibilité. Alors, Président, le fait de manager quand même un groupe de joueurs professionnels qui jouent au niveau en NBA, est-ce que ça aussi, ça n'a pas pesé, puisque des fois quand même les gorguis... Non, ça c'est pas une question au président. Non, ça c'est une technique, question pour les DT. Ça n'a du tout. Mais quand je dis ça, c'est que des fois aussi, on voit que les gorguis, souvent, ils posent des problèmes extra-sportifs. Du tout. C'est posé quand même. Non, c'est posé des questions d'argent, des questions de logistique, tout ça. Non. Gorgui, moi en tout cas, j'ai eu discuté avec lui avant la Coupe du Monde. C'est lui-même qui m'a appelé, c'est lui qui s'est déplacé pour venir me voir. Il m'a expliqué les raisons qui ont fait qu'il ne pouvait pas aller à cette Coupe du Monde. Et le Gorgui Sédié que j'ai vu là avec beaucoup d'humilité, vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Non, il faut que je vois. Jamais il faut ça. Mais c'est quelqu'un qui suit même tout ce qui se passe. Donc là, il faut dire qu'en off, nous discutons avec lui et il suit ce qui se passe, ce qui se fait actuellement. Il y a eu quelques épisodes malheureux quand même, entre la Fédé, le ministère. Bon, on était là, il ne faut pas être amnésique, ça remonte à peine il y a 2 ans. Donc avec des fonds versés, en tout cas une avance faite par le joueur. Et il a eu du mal à rentrer dans ses fonds. Mais qui a été payé. Hein. Oui, donc tant mieux. Alors, on va parler peut-être du basket local, cher Tidiane, avec
Une équipe qui en ce moment a le vent en poupe, et Moustapha Gueye n'y est pas étranger, certainement il pourra nous en parler, c'est l'AS Ville de Dakar. Voilà, l'AS Ville de Dakar qui régna encore sur le basketball sénégalais durant plusieurs années. Une équipe qui se prépare en conséquence pour le démarrage de la saison, et malgré le départ de Kounanda aux Rennes de la saison 2018-2019, sont arrivés cette saison Matifal de Saint-Louis Basket Club, Fatoumata Diango du Dakar Université Club et Sorna Ndiaye d'Espagne, et l'objectif reste la conservation du titre. Reportage signé à l'AS Ville de Dakar lors de leur séance d'entraînement, Mamadou Ndiaye et va aborder sa première saison depuis 4 années sans son entraîneur fétiche, Moustapha Gueye, promu d'Éterne. Mais dans la continuité, Ousmane Diallo ou Soubondé, le fidèle adjoint, prend le relais avec pour objectif de maintenir le club au sommet. Nous allons connaître le projet, essayer de confirmer les mêmes résultats de l'équipe. Parce qu'il faut le dire, la ville de Dakar joue les grands rôles depuis des années. Nous avons notre empreinte dans le basket sénégalais. Donc là, il faut travailler, on va travailler pour confirmer les résultats de l'année dernière, Inch'Allah. Pour cette saison, l'effectif de l'AS Ville de Dakar a subi quelques changements. La perte de son joyau Elma Malou, parti en France, est compensée par les arrivées de joueuses au talent confirmé sur le plan local, Matifal et Fatoumata Diango. Pratiquement, on a trois arrivées donc pour renforcer l'équipe. Donc c'est sûr, ça va être une saison difficile, mais on va y mettre, on va travailler pour confirmer les résultats de l'équipe. Soit c'est simple, soit des sportifs là. Donc dans ma santé, c'est le moment. Je suis Saint-Louis, après c'est là de choix Ville de Dakar, avec aussi une ambition. Si vous avez 2 trophées, mon objectif est doubler. Depuis 4 années, l'AS Ville de Dakar joue les premiers rôles dans l'élite. Le club de la mairie de Dakar veut conserver son titre acquis la saison dernière et pourquoi pas régner encore pendant quelques années sur le plan national. Moustapha Gueye, rassurez-nous, vous n'êtes pas le directeur technique de l'AS Ville de Dakar. Vous ne l'êtes tout pas encore. Si? Je ne sais pas. Si, quand même. Ah bon? Je suis encore à l'AS Ville de Dakar pour les aider. En tant que conseiller? Conseiller, en tant que D'accord, conseiller. très bien. Parce que je n'ai plus le droit d'être actif au niveau du club. D'accord. Le règlement général l'interdit. Mais c'est un club que j'ai quelque part dans mon cœur. Une affection particulière. Voilà, c'est ça. Donc je vais être là pour conseiller, pour aider le président Yann et son staff dans le programme d'organisation du club. Ouais, alors on a constaté que sur 10 années, quand même, il y a eu un travail qui a été fait parce que l'AS Ville de Dakar a accédé à l'élite en 2009. 10 ans après, cette équipe gagne un titre de championne, bon, évidemment chez les filles. Qu'est-ce qui a fait que le projet a abouti? Qu'est-ce qui a fait la réussite de ce projet? D'abord, c'est la mairie de Dakar, c'est l'AS Ville de Dakar, la mairie qui met des moyens. Mais sous-tendu par une vision du président Yadma Diaw et son équipe qui ont mis des jalons pour amener l'équipe à ce niveau-là. On est parti de la municipalité vers l'AS Ville de Dakar avec un programme et un plan organisationnel qui nous a amené aujourd'hui. C'est vrai que les moyens sont là, mais toute une organisation a été mise en place de recrutement, de scouting, de travail qui ont abouti à ces résultats. Donc c'est le fruit vraiment d'une... Dembasek parlait de Dream Team. Vous prenez les meilleurs. C'est pour me chariter, hein, c'est pour me chariter. Non, mais bon, apparemment chez les filles, vous n'hésitez pas à aller recruter les meilleurs un peu partout. Là, vous avez renforcé encore comme... Non, on se partage les bons joueurs parce que le Duc a quand même fait un très bon recrutement. Les exports a pris Ney Khadidjan et d'autres. Donc,
je pense que quand on a les moyens, c'est normal, quand on a des ambitions, c'est normal qu'on aille chercher des bons entraîneurs, de bons joueurs pour avoir des bons résultats. Oui, mais quelque part aussi, vous avez tissé une certaine rivalité avec le Dakar University Club. D'ailleurs, c'était chaud même quand vous vous rencontrez sur le parquet de Marius Ndiaye. Est-ce que quand même cela aussi n'a pas participé à l'ascension de ce club? Je pense que c'est le Duc qui nous a aidés à progresser parce que nous avions envie de faire comme le Duc. C'est le meilleur club de ces 20 dernières années. Saint-Louis Basket a eu d'excellents résultats sur ces 10 dernières années, mais le Duc, tout ce qu'ils ont fait pendant 20 ans, c'est incroyable. Les gens d'Embasek en sait quelque chose. Le Duc, oui, le Duc, désolé. Le Duc, donc, nous, quand on est arrivé, on avait envie de monter et regarder ce qui se passe en haut. Qu'est-ce qui était en haut? C'est Saint-Louis Basket Club, c'est le Duc. Donc il fallait les côtoyer, les pousser pour essayer d'avoir une place. Donc, la transition est toute trouvée. On va d'ailleurs demander dans la foulée pourquoi le championnat a été reporté, juste des reprécisions. Mais vous parliez du Saint-Louis Basket Club. Elles se préparent, les filles de SLBC, pour la saison 2019-2020. Finalistes de la Coupe du Sénégal l'année dernière, les Koumbanar ont terminé l'exercice sans titre. Cette année, l'équipe Fagnon de la ville saint-louisienne prépare la saison, non sans appréhension, vu le départ de certains de ses cadres. Ousseynou Diop et Habib Sek ont assisté à l'entraînement de l'équipe saint-louisienne. Finaliste de la Coupe du Sénégal la saison dernière, l'équipe féminine du Saint-Louis Basket Club a terminé la saison passée sans titre, ce qui n'était plus arrivé depuis une décennie. Pour oublier la saison 2019-2020, les joueuses du Saint-Louis Basket Club affûtent les armes. Au stadium Joseph Gaï de Saint-Louis, l'entraîneur donne le temps. Et comme tu as vu, on est en train de travailler pour pouvoir aborder la saison dans les meilleures conditions possibles. Bon, une saison, on la prépare dans la durée. On a fait presque un mois d'entraînement, sinon plus, pour mettre en place des stratégies pour pouvoir jouer le championnat normalement et dans les meilleures conditions possibles. Pour cette saison, le Saint-Louis Basket Club compte jouer les grands rôles. Mais pour cela, il faut une bonne préparation, selon son entraîneur. Comme j'ai dit, c'est de jouer les grands rôles. Le Saint-Louis Basket, l'objectif de Saint-Louis Basket tout le temps, à tout instant, c'est de faire partie des meilleures équipes. Maintenant, c'est une préparation, c'est de mettre en place une équipe, c'est dans la durée. La date du démarrage de la saison a été repoussée de quelques jours. Pour Brahim Gaye, c'est une bonne idée pour mettre toutes les équipes au même niveau. Cette date-là est meilleure que ce qu'il avait prévu d'avance. Il fallait mettre les équipes là dans les meilleures conditions de préparation possible, surtout sur le plan administratif. Maintenant, moi, je crois qu'avec le report, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'être fin prêt avant de jouer notre premier match. En crise en fin de saison, avec le départ du président combiné à des arriérés de salaire, les Koumbanar préparent la présente saison avec quelques difficultés financières. À cela s'ajoute le départ de certains cadres, mais pour l'entraîneur des Saint-Louisiennes, la relève est assurée. On a perdu des éléments, mais on est en train de travailler avec les jeunes qui sont là. L'année dernière, on a joué une finale avec ces mêmes jeunes-là, donc on est en train de les préparer pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles. On a des filles qui savent jouer au basket. Maintenant, il faut mettre en place des stratégies de jeu, mettre en place des attaques et des défenses pour pouvoir jouer avec les équipes-là. Parce que, vous savez, dans ce championnat-là, si tu es bon techniquement, tu peux jouer. Et on a des filles qui sont bien sur le plan technique. Maintenant, on doit les améliorer sur le plan tactique. Brahim Gaye, l'entraîneur du Saint-Louis Basket Club, et son staff ont démarré la préparation de la saison depuis quelques semaines et comptent s'appuyer sur la relève pour faire un bon parcours en championnat et en Coupe du Sénégal. Voilà, peut-être une transition qui est en train de connaître le Saint-Louis Basket Club avec les différents aléas énumérés dans ce reportage. Dembasek, pourquoi le championnat a été reporté du coup? Je pense que c'est un problème lié au club avec des questions de licence. Ça, il faut dire tout simplement, c'est un problème lié au club. Donc, il y a des clubs qui n'avaient pas déposé leur licence à l'effet de pouvoir les renouveler ou bien les proroger. Donc ça, c'était un problème. Nous avons fait l'évaluation lors d'une réunion du bureau fédéral pour pouvoir voir où en étions-nous
Donc, au sortir de cette rencontre, nous avons estimé de pouvoir décaler d'une semaine afin de permettre tous les clubs de venir participer au démarrage du championnat. Parce qu'il ne servait à rien de démarrer avec des forfaits, avec des couacs. Donc, pour éviter certains couacs, nous avons jugé nécessaire de le faire et également de dire tout simplement. Mais cette fois-ci, la fédération a changé de voie de communication. C'est-à-dire, au lieu, avant, on ne disait pas les clubs qui étaient responsables. Vous les avez cités. Oui, cette fois-ci, nous les avons cités. C'est une façon de vous dédouaner. Non, ce n'est pas une façon de nous dédouaner, de dire tout simplement que la Fédération sénégalaise de basketball n'est pas responsable. Et heureusement, fort heureusement que nous ne sommes pas en une année d'assemblée générale. Sinon, nos amis allaient tout simplement dire que nous étions en train de chercher des voix au niveau de ces clubs. Donc heureusement, et que aucun, par exemple, le président qui n'a plus de club, le premier vice-président, son club n'était pas concerné, le directeur technique, son club n'était pas également concerné, et fort heureusement pour nous. Et justement, Moustapha, nous avons regardé ce reportage sans le basket club quand même. Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment l'année dernière, une équipe qui a difficilement terminé le championnat, mais est-ce qu'on doit les sous-estimer si l'on sait que quand même Saint-Louis est un vivier important de talent? Non, il ne faut jamais les sous-estimer. Saint-Louis, c'est un vivier, comme tu l'as dit. C'est un club formateur qui a beaucoup de jeunes talents. Donc je pense qu'ils vont mettre en place une équipe compétitive. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et si on les sous-estime, on est mort. Hein. Donc, big respect à Saint-Louis pour la qualité de sa formation et son management. Mais nous, à la CBDK, je pense que les gens sont conscients que ça va être extrêmement difficile parce que régner sur le plan national, c'est pas aisé. Il y a le Duc qui a envie de revenir, et tant mieux pour tout le monde parce que ça va permettre d'avoir des rencontres très disputées. Alors il y a un point sur lequel je voudrais vous interpeller, avoir votre avis, c'est la question des transferts, parce qu'en lisant un papier d'ailleurs fait par notre confrère Idrissa Sané dans l'Obs, je me suis rendu compte que le président de l'AS Ville de Dakar se plaignait des conditions de transfert, à savoir quand les transferts se font sur le plan local, le club acquéreur touche au moins 800 000 francs, et quand les joueurs partent à l'extérieur, c'est zéro indemnité. Pourquoi? C'est un problème de texte ou c'est parce que les joueurs ne sont pas liés par un contrat au club? Comment expliquer cette forfaiture? Tout à fait. Donc là, c'est clair. Il faut un contrat. Pour pouvoir prétendre à quelque chose, il faut un contrat. Entre qui et qui? Entre le joueur, un contrat en bonne et due forme. Déposé au niveau de la Fédération sénégalaise de basketball pour qu'on puisse communiquer ça au niveau de la FIBA. Donc ça, il faut le faire. Et aucun club qui réclame cette somme d'argent n'a pas signé de contrat en bonne et due forme communiqué à la fédération pour qu'on puisse transmettre à la FIBA. Donc là, vous ne pouvez pas demander, exiger un paiement. Nous aussi, nous en avons quand même souffert. Et cette fois-ci... Mais c'est à cause de qui? C'est parce que les joueurs, ils veulent partir libres, ils n'exigent pas qu'un contrat soit mis à la disposition du club. Pas ça. Un peu ce qui se passe dans le foot aussi. Ça dépend des clubs. Moi, oui, il y a certains joueurs qui ne veulent pas, mais il revient au club de demander. Quand même mais il y a certains joueurs, vous leur dites qu'il y a un contrat qui nous lie et ils ne vont pas jouer pour vous. Je pense que c'est plus lié au système amateur. Quand on est dans un championnat amateur, il n'est pas prévu des dédommagements sur le plan international. Mais je pense qu'on a des efforts à faire. On doit faire des efforts pour professionnaliser notre basketball comme le football l'a fait. En réalité, les clubs payent. Mais il faut le formaliser pour qu'il y ait plus des retombées en cas de transfert international. Et surtout, il y a cette nouvelle compétition dont on va parler tout à l'heure. On va parler très rapidement, mais le championnat professionnel, est-ce que c'est envisageable par rapport aux moyens dont dispose la fédération? Parce que dans certains pays, nous en avons quand même dans certains pays. Si vous allez au Maroc, ils ont un championnat professionnel et un championnat amateur. Bon, et là également, il faut dire qu'il y a quand même des problèmes entre l'association des joueurs et la fédération royale marocaine de basketball. Donc là, il faut dire également, il y a il faut faire une évaluation et essayer de voir comment on peut mettre en place un championnat professionnel. Et ne pas vouloir coûte que coûte mettre cette ligue qui pourrait créer beaucoup d'autres problèmes. Très bien. Un championnat professionnel, est-ce que ce n'est pas synonyme aussi d'avoir des clubs forts? Est-ce qu'il n'y a pas trop de clubs pour même relever le niveau du basket local?
comme ce qu'il y a eu en 1968 avec la réforme de Lamine Diack. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée, ce ne serait pas de former, plutôt que d'avoir, je ne sais pas, des clubs un peu partout à Dakar, d'avoir des pôles avec un club fort qui représente chaque région? Comme la NBA, quoi. Par exemple. Avec des franchises. Los Angeles, avec de grosses franchises. Parce qu'au niveau de la NBA, nous avons 30 franchises. Donc peut-être, mais ce sont des pistes de réflexion. On peut réfléchir et essayer de voir les possibilités pour pouvoir mettre en place une ligue comme l'a fait déjà le football au Sénégal. Et ça marche fort. Comme par exemple une ville qui s'identifie à un club, l'AS Ville de Dakar. Oui, c'est et tous les Dakarois ne sont pas supporters de l'AS Ville de Dakar. Tout à fait. Qui est dommage. Très bien. On va parler du basket masculin. On a fait un peu le point avec les filles. On va parler de Louga Basket Club qui profite lui aussi du report du championnat pour se préparer, mieux se préparer. De nouveaux joueurs ont été recrutés pour gommer les lacunes, surtout au niveau des grands pivots et de la main. Les entraînements ont démarré depuis 2 semaines avec un nouveau coach qui se nomme Malik Bachir Diop, qui remplace Madiaïna Fall. Aujourd'hui, l'équipe est prête à 80% pour entamer la saison. Et l'objectif pour cette année est de gagner le championnat ou de remporter la Coupe du Sénégal. Suivons ce reportage. Bon, il faut voir que nous sommes à notre 2e semaine donc, de préparation. Si donc le championnat devait débuter donc, la fois passée, on aurait donc un très grand retard. Le match se reporte jusqu'au 15. Donc on a donc le temps de faire quelque chose. On va essayer de se rabattre avec le coach qu'on a, Malik Bachir Diop, donc de travailler sur la condition physique. On va travailler la physico-tactique et les techniques aussi, on va travailler sur ça. Donc pour essayer donc, de combler le retard qu'on a. Donc tu sais que pour le basket, donc, il faut assez de conditions physiques. Il faut beaucoup de conditions physiques. C'est ce qu'on est en train de faire ici sur le terrain avec les joueurs. Nous tous nous savions que le championnat va démarrer donc, le 8. Mais vous saviez, au niveau donc, des équipes, il y a tout le temps donc, des retards donc, sur tous les plans. Sur le plan administratif, sur le plan donc, des contacts des joueurs. Des fois, tu as beau planifier, mais c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Mais il faudra dire qu'on est vraiment dans le travail. Et on s'y attelle donc vraiment pour essayer donc de faire un bon match samedi prochain, Inch'Allah, contre Mermoz. Donc on a eu des recrues, donc avec ce qu'on a aussi, donc si on mélange tout cela, je pense qu'on va pouvoir avoir donc, une bonne équipe. Il y a un meneur, il y a un ailier aussi. Donc je pense que notre seul problème c'était les grands et on a ajouté 3. Avec ce qu'on a aussi, donc si on met là tout, on peut avoir... Oui, nous sommes prêts à 80%, sinon que dès demain, Inch'Allah, nous allons faire des visites cardiologiques pour ensuite déposer les licences. Les objectifs, c'est aller le plus loin possible, peut-être gagner encore la Coupe du Sénégal ou bien gagner le championnat. Sinon, faire un appel à l'endroit des Lougatois, leur dire vraiment que nous sommes la seule équipe qui joue en première division dans cette région, que ce soit les autorités communales, départementales, régionales, qu'ils viennent vraiment nous soutenir parce que nous sommes la vitrine du basket dans la région de Louga. Honneur à présent aux champions. Les Gablous, champions de National 11 chez les hommes, auront la lourde tâche de représenter le Sénégal à la Bowl. Nouvelle compétition initiée par la NBA en collaboration avec FIBA. Ils ont déjà dans le rang 3 nouvelles recrues et comptent se renforcer pour cette première. Le coach Mamadou Gueye Pabi reste mesuré. Il s'agira de participer et d'apprendre. Reportage signé sur place Mamadou Ndiaye et Ismaël Fall. La balle, Basket African League, le gros challenge de l'AS Douanes cette saison. 5 fois champion du Sénégal, les Gaboulous vont découvrir l'Afrique pour la première fois de leur histoire. Nous allons parler pour représenter le Sénégal dignement, parce que nous entraînons le métier pour nous décevoir au Sénégal. La seule motivation, c'est que nous allons pouvoir rencontrer les meilleurs d'Afrique parce que nous avons aucune expérience africaine. Ça fait pratiquement plus de 15 ans que nous n'avons pas connu l'Afrique. Les joueurs qui sont là, certes, ils évoluent la plupart d'entre eux en équipe nationale, mais ils n'ont pas l'habitude de se confronter aux meilleurs d'Afrique. L'AS Douanes, qui règne sur le plan national sénégalais depuis quelques années, va renforcer son effectif. Elle accueille plusieurs recrues, dont le retour du meneur de jeu international Louis Adams. Nous avons recruté quelques joueurs comme Louis Adams qui revient d'Espagne, Bara qui revient du Duc, qui était au Duc, Gore qui était au Maroc et qui est revenu cette année.
et Lamine Badji qui était à la GIA. Je pense que nous avons un bon noyau. Le noyau est là, certes, mais il va falloir vraiment se renforcer, surtout au poste 5, pour pouvoir rivaliser et exister au niveau africain. Autre défi de taille, pour la première fois depuis 15 ans, un club sénégalais va jouer une compétition continentale. Grâce à cette initiative qui est la balle, l'équipe du président Demba Seck reste mesurée sur ses ambitions. On s'y met, on s'entraîne depuis 10 jours. C'est encore peu, c'est insuffisant certes, mais bon, laissons le temps au temps. Comme vous voyez, on était en train de travailler sur l'aspect physico-tactique et technique parce que nous sommes vraiment en retard sur ce thème. La première saison de la Basket Africa League se jouera en mars prochain. Une nouvelle compétition gérée par la NBA en collaboration avec les fédérations. Elle se jouera dans 12 pays africains sur l'ensemble du continent. Le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal, l'Angola, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda accueilleront des rencontres. Voilà un passage de Mamadou Ndiaye et d'Ismaïla Fall au niveau du stadium Marius Ndiaye. Alors Demba Seck, dites-nous, est-ce que vous aurez déjà l'occasion de jouer à domicile avec l'AS Douanes, vu que voilà, les matchs se joueront sur différentes villes? De toute façon, il faut dire que là, c'est connu de tous que nous allons jouer au mois de mars à Dakar. Donc ça, c'est une opportunité qui est donnée à l'AS Douanes de pouvoir au moins gagner des matchs à domicile pour pouvoir espérer se qualifier au second tour. Donc là, c'est une opportunité et il faut dire que ce n'est pas l'AS Douanes pour l'AS Douanes, mais c'est l'AS Douanes qui représente le Sénégal. Donc ça, c'est important de le dire parce que à toutes les réunions, même à la dernière réunion qui s'est tenue en France, donc nous y étions avec le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Donc et chaque équipe était venue avec son président de fédération pour pouvoir l'épauler et être derrière. Et là également, c'est une occasion que nous allons saisir même la direction technique nationale pour épauler. Épauler, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concernant l'aspect technique. Mais surtout que lui, il connaît bien la maison. Il était avec vous, il fait partie de ce processus, quand même, qui a amené l'AS Douanes à ce niveau. Mais j'ai déjà un amendement concernant les recrues, parce que déjà l'AS Douanes règne sur le basket masculin depuis quelques années, mais certains disent qu'à force de prendre, de rafler tous les meilleurs joueurs du championnat du Sénégal, est-ce qu'il ne risque pas de tuer le championnat de National 1, tout simplement? Et ça, c'est une question pour le directeur technique national, même si vous n'y pouvez rien, mais est-ce que ce n'est pas le revers de la médaille? Je pense que nous avons entendu tout à l'heure Louga dire qu'ils ont pour ambition de gagner la Coupe du Sénégal ou le championnat. Ce qui veut dire qu'à côté de la Douane, il y a des équipes qui travaillent, qui ont de bons joueurs et qui sont motivés. Ce que fait la Douane, c'est ce qu'a fait le Duc pendant le temps chez les filles. Donc c'est une locomotive qui va tirer les autres vers le haut. Moi, je le vois ainsi. Donc, on a intérêt à avoir de grosses équipes qui vont être des locomotives. Mais pas seulement une, peut-être une ou deux. Oui, on espère en avoir 2, 3 ou 4. Oui, mais avec cette compétition, peut-être que ça va stimuler les autres. Une équipe comme le Dakar Université Club va se dire également pourquoi pas ne pas goûter à cette boule. Et là, ça va quand même créer, je sais pas, mais il faut dire que le Dakar Université Club a recruté quand même. C'est ça, exactement. D'ailleurs, on dit que c'est le Dakar Université Club et l'AS Douanes qui... Et les autres également. Donc les autres ont équipé. Mais c'est important parce que chacun veut prendre part à cette compétition qui est extraordinaire. Donc là, il faut le dire, c'est une opportunité. Quel peut être l'apport justement? Quel est l'apport concrètement? Oui, vous savez, c'est de la professionnalisation de notre basketball, donc au niveau continental. Vous avez 12 équipes qui vont se rencontrer pendant 3 mois. La compétition dure pendant 3 mois et c'est la NBA qui est derrière, qui va tout prendre en charge. Oui, donc il y a certaines informations que nous ne pouvons pas divulguer parce que
il y a une règle de confidentialité qui nous lie. Ça existe entre les clubs et la NBA. Donc il revient à la NBA de communiquer par rapport à certaines informations. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, ça va permettre également, ça va donner beaucoup plus de visibilité. Beaucoup plus de visibilité aux joueurs. Non seulement à l'équipe locale ou bien au pays, mais aux joueurs également. Parce que c'est la raison pour laquelle, de partout, moi, c'est ce que je dis aux coachs, je n'ai jamais su qu'il y avait autant d'agents de basketball. Voilà. Donc nous sommes, vous savez, donc nos numéros de téléphone et nos emails ont été communiqués. Donc c'est la plateforme. Justement, vous avez droit à 2 joueurs non africains. Et 4 africains. 2 non-africains. 4 africains et 2 non-africains. Oui. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez puiser aux États-Unis ou je ne sais pas, dans d'autres pays. Mais pour le 5 notamment, le poste numéro 5. Oui, parce que pour le 5, comme le coach l'a dit, nous sommes en train de travailler sur ça et également avec l'aide des autorités douanières, donc le président délégué. Donc, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons déjà ciblé, mais quand même, nous le cachons parce qu'aujourd'hui, vous nous avez déniché. Donc on se cachait, mais on est là. C'est pour dire tout simplement que nous avons besoin d'un 5, parce que qui va faire le travail. Il faut le dire, nous avons supervisé certaines équipes et là, le coach a été envoyé à Kigali pour pouvoir voir ce qui se passait lors de la division S à Kigali. Et à son retour, il a dit qu'il nous fallait nécessairement un 5, un vrai 5 pour pouvoir... Et à la main aussi ou bien... Oui, à la main peut-être également, nous sommes en train de voir à la main également avec le coach pour pouvoir renforcer ce secteur. Mais nous avons un postulat, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette l'accent également, qu'on ait confiance en nos joueurs locaux également. Ça c'est important. Tout à fait, effectivement. Au niveau de l'ASDON, nous nous sommes dit, il faut que nous donnons confiance à ces joueurs. Bien sûr, il faut pouvoir... Et également aux autres joueurs sénégalais qui sont au niveau de la NCAA. C'est possible de les avoir? Oui, c'est possible. Donc c'est possible. Il y a beaucoup de joueurs qui sont au niveau de la NCAA ou bien d'autres qui ont terminé donc, leur formation universitaire et qui voudraient revenir au Sénégal. Et c'est une occasion qui leur est donnée de pouvoir jouer. Un certain Lamine Diané, je ne sais pas, qui fait flamme actuellement. Actuellement, il ne pourra pas se libérer, malheureusement pour nous. Mais quand même, on pouvait compter sur lui quand même pour pouvoir étoffer un peu notre... Mais alors... vous avez parlé du fait que vous seriez le représentant du Sénégal à cette compétition continentale. Il y a l'aspect sportif, mais bon, aujourd'hui, ce sera aussi un plateau qui permettra aux amateurs de basket de regarder des matchs de haut niveau. Et je pense que, bon, ce n'est pas une question, mais peut-être une suggestion. Est-ce qu'il y a un travail de communication qui va se préparer pour attirer le public sénégalais qui est un amateur, qui sont des amateurs de sport, pour regarder ce genre de compétition? Parce que ce sera quand même une opportunité assez exceptionnelle, je pense. Oui, comme je l'ai déjà dit, nous ne voulions pas communiquer avant la NBA. Donc c'est ça le problème également. Nous sommes contraints parce qu'il y a un accord, un agreement qui a été signé entre l'équipe. Je pense que le directeur de la NBA ne va pas tarder. Donc c'est un peu compliqué, il y a les droits de propriété, ça c'est la NBA, donc c'est très complexe. On ne voudrait pas demain avoir des problèmes avec la NBA, c'est pourquoi nous ne pouvons pas communiquer avant. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, avec l'aide de la Fédération sénégalaise de basketball, nous allons après quand même procéder à cette communication, mobiliser tout le monde autour de l'équipe et ce sera... là, ce sont les meilleurs joueurs qui seront là et même, il faut le dire, Carlos Moraes qui a accepté de revenir au niveau de Petro Luanda pour pouvoir disputer cette balle. Donc cette Ligue africaine. Voilà. Donc pour vous dire tout simplement, voilà, donc ce sont de grands joueurs qui ont accepté de venir en Afrique jouer pour leur pays et pour leur club. Et vous aurez les coups des franges parce que vous n'aurez pas de problème de finances. Bon, voilà. Parce que souvent en Afrique, c'est pas le... Voilà, c'est là où le bas blesse. Voilà, de toute façon, nous sommes en train de travailler, nous, au niveau de l'Iceland, quand même, nous sommes en train de travailler et l'occasion nous est donnée également de saisir la fédération pour nous épauler un peu, également au niveau des finances, parce que ce n'est pas évident de pouvoir recruter des joueurs de haut niveau. Ça, c'est vrai. Et je le disais tout à l'heure. Et les sponsors.
Non, on ne peut pas, nous au niveau de l'AS Douanes, on ne fait pas de sponsoring. C'est interdit parce qu'il y a c'est notre métier qui l'interdit, il y a un conflit d'intérêts. Donc c'est ce qu'on évite, c'est pourquoi il n'y a pas de sponsor au niveau de l'AS Douanes. Oui. D'accord. Voilà, je disais tout à l'heure que vous faisiez partie de ce processus qui a amené aujourd'hui l'AS Douanes ici. Dites-nous, comment est-ce que ce club s'est forgé dans la durée? Lorsque vous étiez là-bas aussi, ils étaient au top. Après vous, il y a eu Pabi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une direction derrière qui fait le job? Il y a une continuité sur le plan technique et sur le plan administratif. C'est pas que ça qui a fait que la douane est restée devant la scène, parce que quand le président Dembasek n'est pas sorti de n'importe où, il était vice-président du club. Donc il a géré en tant que vice-président. Et quand le président Cherbab a pris la retraite, et il a pris les rênes. Donc sur le plan technique, sur le plan administratif, ce sont des gens qui étaient avec nous pendant de longues années. Donc pour moi, c'est un peu ça qui fait la force de ce club. En plus, l'administration douanière fait beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens pour mettre le club dans de très bonnes conditions. Et vous personnellement, enfin pas personnellement, mais en tant que directeur technique, qu'est-ce que vous attendez de cette bowl? Est-ce que vous envisagez par exemple d'aller pouvoir regarder des matchs? Bon, je ne sais pas, par rapport au plan technique et sportif. D'abord, l'AS Douanes, c'est un club sénégalais qui va en compétition africaine. Donc c'est le club du Sénégal. Okay. Donc nous tous, nous sommes impliqués derrière les résultats de ce club pour l'aider à avoir les meilleures performances possibles. Et en plus, sur le plan organisationnel, tout ce qu'on peut faire pour réitérer un peu, remettre tout le monde sur Arena, pour avoir les mêmes sensations qu'à l'Afro-Basket, ce serait une excellente chose. En plus, c'est un club formateur, un club qui fait monter les jeunes. Ah oui, on a toutes les catégories. Là, toutes les catégories, de la mini jusqu'à senior. Donc vous travaillez bien. Des entraîneurs qualifiés. Apparemment, comme l'AS Ville de Dakar, vous travaillez bien. On vous donne un satisfecit. Merci beaucoup. Non, pas moi, je dis qu'apparemment, c'est ça. Oui, mais c'est ça, la réalité. Nous essayons de former, et également, aujourd'hui, on a un junior dans l'équipe. Donc il peut jouer là-bas. Oui, c'était l'exemple. On ne sait jamais. Al-Khalindoul qui avait joué c'est très lui jeune. qui l'a déniché quand même, il faut le dire. Moi, ce jour-là, je disais même comment il a pu faire. Donc pour dénicher un talent comme Al-Khali, si jeune. Donc qui lui a donné confiance pour qu'il puisse jouer, et aujourd'hui qui est capitaine de l'équipe. En tant que junior, c'est en tant que junior qu'il a commencé à être capitaine de l'équipe jusqu'à être senior l'année dernière. Parce que moi, de cette équipe de la douane, ma plus grosse satisfaction, ma fierté, c'est de voir le coach Paligay tenir les rênes avec beaucoup de personnalité, beaucoup de psychologie. C'est un garçon que moi j'ai vu grandir, que j'ai amené à la douane, qui a été mon capitaine. Et vraiment, c'est une fierté de le voir aujourd'hui faire de bons résultats. Donc, du coup, Moustapha Gueye, vous êtes un homme transversal. AS Ville de Dakar, l'AS Douane, aujourd'hui directeur technique national. Donc, pas de préférence pour une équipe. Du tout. Aujourd'hui, si on sent qu'il y a une orientation vers l'AS Ville de Dakar, mais aujourd'hui, c'est fini ça. Non, c'est fini. Aujourd'hui, c'est les tâches nationales. Même si à côté, l'AS Ville de Dakar, c'est mon club de cœur. C'est le dernier club que j'ai fréquenté, qui m'a permis d'avoir aujourd'hui beaucoup de satisfaction. Le président Yadma et son staff, vraiment, c'est un club que j'apprécie beaucoup et que je vais continuer à aider pour agrandir. Encore une question un peu personnelle. Avec l'âge, est-ce que ce tempérament qu'on vous connaissez, quand même, c'est un peu dilué? Parce qu'on sait que quand même, Moustapha Gueye, c'est pas de la rigolade. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes le même qu'il y a 3, 4 ans, 5 ans? Qu'en 2015. En tout cas, je ne sais pas. Avec l'âge, on s'assagit. Normalement. Avec l'âge, on s'assagit. Mais dans la compétition, c'est difficile de... On se rappelle de la bouteille. On se rappelle de la bouteille. Non, l'histoire de la bouteille, c'était un geste regrettable. Tout à fait. Alors, on va parler des Nigérianes, je pense, pour clôturer un peu sur ce thème basket. Je pense que Dembala a annoncé plus ou moins ces Nigérianes qui iront au JO. Voilà, ils seront de la partie aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et pour la première fois depuis les JO de 2004, les doubles champions d'Afrique en titre et quart de finalistes de la Coupe du Monde 2018 sont de retour aux Jeux Olympiques après avoir été éliminées de justesse lors du TQO féminin 2016. Elles se sont imposées devant
devant le Mozambique, battu aussi par les États-Unis. Le tournoi se jouait à Belgrade. Donc, on se rappelle de ce match face à Team USA. Et quand vous avez vu ce match, coach, vous vous êtes dit que ah là là, ça va être difficile. J'ai pas vu le match, j'ai vu juste le résultat. Mais ça a dû être chaud. Hein. Ouais. Quand je voyais Nigeria qui mène, c'est du gros équipe. Mais parce que quand j'ai vu quelques highlights quand même, on a vu qu'elles sont restées fidèles à leur défense, la défense de la mort, très agressive, comme ils ont fait ici lors de l'Afrobasket. Ils ont limité des équipes ici à 20 points. À Dakar, on a l'impression que c'est ça la force d'une équipe. C'est une équipe très agressive. Mais je pense que entre Africains et Européens, ça peut être plus facile. Mais en africain, c'est toujours plus difficile. Je pense que dans un contexte de championnat d'Afrique, ce Nigeria est très bon, mais il peut avoir des problèmes. On verra. Très bien, on verra. Merci Moustapha Gueye. En tout cas, bonne chance dans votre nouvelle mission. Merci Demba. Nous aurons l'occasion évidemment de vous suivre à travers la boule. Merci, bonne chance. Merci. Si vous avez un dernier mot sur peut-être le travail de chacun, qu'est-ce que vous avez envie de passer comme appel d'été? Je sais que vous savez que vous êtes attendu. Bon, la douane aussi, vous serez attendu, parce que vous êtes le représentant du Sénégal pour l'Afrique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, nous lançons un appel à tout le monde pour qu'ils puissent être derrière l'équipe pendant cette fenêtre qui va se jouer à Dakar, pour qu'on puisse gagner et remplir la salle et créer l'événement également. Parce que c'est important pour la NBA, pour que la NBA puisse revenir également, parce que je sais que la NBA a beaucoup de projets sur le basketball, en ce qui concerne le basketball africain. Ok. Voilà. Alors, Moustapha, pour vous. Pour terminer, moi, je disais au président Yann Madiao, quand je suis venu à l'ASC Dakar, je n'ai pas peur de perdre. Moi, je viens pour gagner. Et ils ont été patients avec nous et on a gagné. C'est la même chose que j'ai dit au président Babacar. Je n'ai pas peur. Moi, quand je viens, c'est pour avoir les meilleurs résultats possibles. Maintenant, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il faut qu'on ait la positive attitude, qu'on travaille beaucoup et Inch'Allah, on aura de bons résultats. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un énorme plaisir d'échanger durant presque 1 heure avec vous. Alors, on va vous raccompagner avec 2 infos qui concernent les Lions d'abord du karaté qui sont rentrées ce lundi. Elles ont été aussitôt reçues par le ministre des Sports Matarba pour les championnats d'Afrique de karaté cadet, junior et senior étaient à Tanger, au Maroc. Le Sénégal a terminé à la 4e place, derrière donc le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie est 5e. Il y avait 29 pays participants et ce qui constitue un record. 10 médailles de bronze pour le Sénégal, 1 médaille d'or en équipe pour cette délégation sénégalaise. On va parler aussi de randonnée, non pas pédestre, mais cette fois-ci de vélo. Voilà, si on appelle à la paix définitive en Casamance, une initiative de Vélo Passion Club de Dakar avec l'objectif de vulgariser la pratique du vélo. Le départ est prévu le 15 février. Amadou Lamine Gueye en parle au micro de Mamadou Ndiaye et Ismaël Fall. Passion est un club de VTT et cyclistes confondus, n'est-ce pas? Donc le premier objectif du club, c'est de contribuer à l'émancipation et la vulgarisation de la pratique du vélo. Également en regroupant les cyclistes, n'est-ce pas, du club, donc pour jalonner quelques artères de la ville de Dakar chaque dimanche, en organisant des randonnées sur 50 km. Actuellement, on est en train de préparer une randonnée Dakar-Ziguinchor-Dakar. Voilà, donc le but de cette randonnée, c'est juste pour une paix, n'est-ce pas, la paix en Casamance, une paix définitive en Casamance. C'est pourquoi on contribue à ça. Donc l'idée vient d'un de nos membres, n'est-ce pas, qui est originaire de la Casamance, n'est-ce pas, qui avait fait cette distance l'année dernière. Cette année, donc il s'est associé au club où il fait partie pour qu'on organise ça. Il y a environ une 50aine de participants. Voilà, donc l'événement va se dérouler le 15 février. Le départ sera donné à la place de l'Obélisque à 7h30 du matin. Donc voilà, donc il y aura des étapes aussi. Il y aura 3 étapes. La première étape, c'est de Dakar à Kaolack et la deuxième de Kaolack à l'entrée, n'est-ce pas, vers Bignona,
et la troisième à Ziguinchor. Mamadou Ndiaye nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Manfatou, bonsoir Chatigan, bonsoir aux téléspectateurs. Mamadou Niang, l'ancien buteur de l'OM, décide à 40 ans de se porter candidat aux élections municipales de Marseille sur la liste de la République En Marche, c'est le parti d'Emmanuel Macron. De droit au but à En Marche pour faire référence au parti politique du président Macron. Une belle reconversion pour l'ancien buteur de l'OM entre 2005 et 2010. L'ancien attaquant a décidé de s'engager pour les prochaines élections municipales à Marseille en s'inscrivant sur la liste de la République En Marche dans les 15e et 16e arrondissements. Il a expliqué au micro de nos confrères de RMC ses motivations pour devenir le futur maire de cette ville. Regardez. J'ai dit assez souvent, j'ai eu un dîner avec M. le Président où on a beaucoup échangé avec plusieurs personnes et voilà, il m'avait donné la parole à un moment donné, mais il m'avait laissé rester moi-même et dire les choses avec mes mots et discuter un peu des problèmes qu'il y avait un peu à Marseille, et c'est ce qui m'avait plu. Et avant, par la suite, on s'est rencontré avec Yvon, on a échangé, on a beaucoup discuté et voilà, il s'est avéré qu'on partageait les mêmes idées, les idées de changement, les idées de faire bouger les choses un peu pour la ville de Marseille et voilà, c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager avec Yvon. J'ai dit assez souvent, j'ai eu un dîner avec M. le Président. On peut parler d'un gros challenge pour Mamadou Niang. Là, c'est Marseille d'adoption. Alors, restons avec la grande équipe de l'OM qui joue le titre actuellement. Comme le pensent certains de ses supporters, le chiffre qui pousse à l'optimisme, les Marseillais restent sur 15 matchs sans victoire. Et pourtant, il y a 12 points, je ne sais pas, avec le leader Paris Saint-Germain, mais bon. L'OM joue le titre, c'est le slogan, c'est le nouveau slogan d'ailleurs des supporters marseillais. L'équipe d'André Villaboas n'a pas enregistré de défaite sur ses 15 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 11 victoires, 4 matchs nuls. Le dernier revers marseillais remonte en octobre 2019 contre Monaco, 2-1. Samedi, l'OM a encore une fois battu Toulouse sur le score d'1-0 avec un bijou de Dimitri Payet. Regardez. Et comme on aime bien les chiffres sur ce plateau, en fait, pourquoi les supporters marseillais ont espoir? Parce qu'en 2010, quand on gagnait le titre, c'était les mêmes statistiques, à peu près. Et votre dernière statistique remonte en 2010 d'ailleurs. Voilà, le dernier titre. Et on parle de Payet comme possible sélectionnable à l'Euro. Vous y croyez? Enfin, surtout que Gio est en 33 ans. 33 ans. Non, mais 33 ans, ce n'est rien du tout. Messi a 32 ans, Cristiano en a 35. Vous parlez de Messi et de Cristiano. Oui, c'est les références actuellement en football. Payet, ce qu'il montre comme talent. Et en plus, lui, c'est un joueur de campagne. On se rappelle de l'Euro. C'était pratiquement le meilleur Français. Et avec cet état de forme, je pense que la France il a ses chances. Serait heureux de l'avoir dans ses rangs. Alors, on va parler d'un autre joueur sénégalais, Ibrahima Niane, qui lui également y est allé de son joli but ce week-end lors du match entre le FC Metz et Bordeaux. C'est son 3e but de la saison. L'ancien attaquant de Génération Foot et l'ancien meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise a marqué un joli but ce week-end, mais malgré la défaite de son équipe Metz face à Bordeaux, 2-1. Regardez. La première situation, elle est pour les Grenats et elle va être victorieuse. But somptueux d'Ibrahima Niane, le corner de Pajot et la reprise instantanée, sans contrôle, parfaitement équilibrée du jeune Sénégalais de 20 ans qui marque son 3e but de la saison et ne laisse aucune chance à Benoît Costil qui reste pantois devant cette inspiration.
Effectivement, très joli but. On va parler d'autre chose, de judo. Jamais une défaite n'a connu autant de retentissement dans le monde des arts martiaux. Teddy Riner est tombé au tournoi de Paris contre le japonais Kokoro Kagera, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2010. Donc non, Teddy n'est pas invincible. Invaincu depuis plus de 9 ans, Teddy Riner a perdu un combat de judo à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo, où il briguera un 3e titre consécutif. Regardez, Forcément, ça a dû être un coup de massue quand on n'a plus l'habitude de perdre. 150 combats sans perdre. Ouais, 10 ans après. Et après, quand même, il est resté fair play. C'est ça qui est exceptionnel dans cette vidéo. Il a perdu, mais c'est pas la fin du monde. Et cette politesse légendaire des pratiquants d'arts martiaux s'est fait ressentir, s'est fait voir dans cette vidéo. Je pense que c'est des gestes qui doivent inspirer beaucoup. Nos sportifs. Et nos publics. Alors, mais pour parler de ce fair play, Teddy Riner a même réagi sur les réseaux sociaux après sa défaite. Ouais, il a dit « Je vais continuer à travailler pour mieux préparer les Jeux Olympiques ». C'est sur une vidéo postée sur son compte Twitter. Regardez. Pour vous remercier d'avoir donné de la voix, d'avoir donné de votre temps. Aujourd'hui, c'est un jour sans médaille. C'est vrai que ça fait bizarre, mais ça fait partie du jeu. Le sport, c'est ça, c'est des victoires et c'est aussi des défaites. Mais bon, c'est voilà, reculer pour mieux sauter. Il faut aussi avoir cette défaite pour avancer. Et moi, mon objectif, c'est les Jeux Olympiques, d'aller chercher cette médaille d'or à Tokyo. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour les encouragements, tous les messages. Mais voilà, on est encore là. On est touché, mais pas coulé. Donc voilà, on va repartir au boulot. Trouver pourquoi ça n'a pas marché. Et surtout, continuer à rester focus sur Tokyo. Et c'est très bien que ce soit arrivé là. Ça va me permettre de pouvoir comprendre pourquoi. Vidéo pour vous remercier. Voilà, rendez-vous dans 6 mois pour les JO de Tokyo qui sera évidemment attendu. Alors, on revient chez nous puisqu'il y a eu de nouvelles mesures de la CAF, vous le savez, sur les infrastructures sportives. Et tous les yeux actuellement sont braqués sur le stade Lat Dior de Thiès qui doit accueillir le match Sénégal-Guinée-Bissau en mars prochain. Effectivement, le stade Lat Dior de Thiès va abriter le match aller qui aura lieu le 23 mars prochain. Match Sénégal-Guinée-Bissau, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, c'est officiel, le match se jouera le 23 mars prochain. Le travail pour améliorer les conditions de réception du match ont démarré. Premier résultat, la fermeture du tunnel est désormais automatisée. Regardez. Non, tëj ko ba mu tëj ba am voilà léegi léegi ubbi nga tëju ñu xool yaa ngi jël ah voilà léegi ubbil allez-y. Voilà, un bon point déjà de fait. Les bancs sont en cours de livraison. Les bancs où vont s'asseoir les joueurs. Bon, chef, tu es content? Bon point, faut attendre le jour J. On n'est jamais à l'abri. Ils ont déjà commandé des bancs de touche, selon aussi toujours les autorités, des bancs de touche pour éviter les chaises en plastique. C'est vrai. Bon, voilà. Comme quoi, on apprend notre toujours. ami de Thiès l'avait bien souligné, qu'il avait dit qu'ils vont Il y en avait 40. Ils vont s'améliorer. Voilà, il y a 40 points, pas Psydilo. Alors, voilà, on termine par la vidéo bonus. Oui, c'est la vidéo qui fait le buzz sur le web ce week-end. 9 ratés consécutifs sur une séance de tir au but épouvantable au Japon. C'était lors de la finale de la Super Coupe du Japon, le match qui est opposé entre Yokohama et Vissel Kobe. Regardez.
Eh ben, dis donc. 9 ratés. Donc, finalement, l'équipe de Vissel Kopi a combine remporté la finale. L'équipe de Vissel Kopi, c'est l'équipe de l'Espagnol André Iniesta. Voilà, je pense que c'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de l'équipe technique. Avec Vieux Diouf à la réalisation, au son, Mansour, caméra Aline Diagne, Boussissé. Encore un coucou à Lily, coiffure, Absa, du côté de l'école Yassine Tchandoum. Merci pour ce que tu fais, Absa. Et excellente soirée, Momodou. Bonne soirée, cher. Au revoir.